Je suis Pierre Galstonneau, je suis le directeur de l'école de Condé et de l'ING. Je suis directeur depuis 9 ans. L'école de Condé, c'est un des piliers des écoles de design qui a été mis en place en 1989. Donc ça fait quelques années. Il y a quelques anciens étudiants devenus enseignants. Voilà. Donc premier élément d'importance. On a souhaité organiser cette soirée en partenariat donc avec Hachette, dont nous sommes partenaires, et merci de cet accueil. C'est vrai que c'est toujours agréable et important de pouvoir lancer des événements en dehors de l'école et puis directement dans le monde du travail. Ça, c'est un point important. Euh, bon, les intervenants vous seront présentés juste après par Perrine. L'objectif de cette conférence, c'est de travailler sur le thème de l'innovation par les usages. Donc, c'est travailler autour du design. Et très rapidement, merci pour cet accueil. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Merci. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue, de me présenter. Je suis Perrine Sautier et je suis directrice des relations entreprises pour 3 écoles que sont Condé, donc école de design, hein, dont Pierre Gaël gère le campus lyonnais, mais aussi l'ING, donc l'Institut supérieur de gémologie, qui est basé à Paris et à Lyon. Il me semble que dans les inscrits ce soir, on avait aussi des représentants de ce secteur. Et puis l'école supérieure du parfum et de la cosmétique, qui est basée à Paris et à Grasse. Et pareil, j'ai vu aussi des spectateurs qui sont issus plutôt de ce milieu-là. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue pour cette 3e édition du Creative Leaders Club. C'est quoi ce Creative Leaders Club? C'est un moment de rencontre et de partage qui est ouvert à nos parties prenantes, que sont donc les entreprises, les partenaires, les entreprises avec qui on travaille pour notamment l'insertion professionnelle de nos étudiants dans les 3 disciplines dont je vous ai parlé, à la fois en stage, à la fois en apprentissage et à la fois en premier job, hein, bien évidemment. C'est aussi ouvert, bien sûr, à nos alumni, donc nos diplômés de ces trois écoles. Et enfin, c'est ouvert à nos étudiants. Et l'idée, c'est de travailler sur une problématique qui peut questionner et en tout cas qui vous permet aussi d'échanger ensemble. Donc à chaque fois, on a le plaisir de recevoir des experts qui sont pour certains des anciens, donc des diplômés de Condé, et puis pas tous. Donc je vais peut-être dans un premier temps vous laisser, messieurs, dames, vous présenter, nous donner voilà, quelques petits éléments d'infos sur vous avant d'entrer dans le vif du sujet. Bonsoir à tous. Je m'appelle Pierre Quetelin, je suis directeur de création et cofondateur du studio de communication globale, design global, qui s'appelle Bourboule, qu'on a créé avec mon associé Tanguy Bugan en 2011. Je suis un ancien également de l'école de Condé. J'ai fait un BTS design graphique il y a quelques années et j'interviens depuis 11 ans à l'école de Condé en design graphique, auprès des B3, des Master 1 et des Master 2 à Condé-Lyon. Bonsoir à tous, je m'appelle Jean-Yves Rigal, je suis le fondateur d'une agence de design lyonnaise qui s'appelle D'Aventure. On officie depuis à peu près 8 ans sur le territoire. Voilà, j'aurai, je pense, l'occasion de vous en reparler un peu plus précisément après, donc je vais passer la parole. Merci. Du coup, moi, je suis Jeanne Néranguérin. Je suis designer social et designer global, fondatrice du studio TUF, qui est du coup un studio de design social qui travaille principalement à Lyon avec, effectivement, j'aurai sûrement l'occasion d'en parler plus ensuite, mais du coup avec des méthodes collaboratives, des enquêtes de terrain, etc. Beaucoup de travail amont avant la conception. Et je suis également professeure à Condé depuis 1 an maintenant, et ancienne étudiante.
Voilà, j'étais en design de produits, donc maintenant en master, je suis les masters M1, M2 sur sciences humaines et méthodologie de la recherche en lien avec la recherche qu'ils mènent durant leurs 2 ans de master. Bonsoir à tous. Donc, Afida Azerab, je suis chargée d'innovation sociale à Est Métropole Habitat. Est Métropole Habitat, c'est un bailleur social qui est rattaché à la métropole de Lyon. On est sur un territoire assez large, de Vanvelin, Saint-Priest, Villeurbanne. Voilà, donc chargé d'innovation sociale, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, écoutez, ça veut dire répondre à des besoins sociaux non couverts sur les thématiques comme le lien social, le pouvoir d'agir ou tout ce qui concerne la précarité, qu'elle soit alimentaire ou économique. Voilà. Merci à tous. Alors, on vous le disait, l'objectif, c'est vraiment de répondre à cette question de l'innovation par le design et vraiment au service des usages. Donc, l'idée, c'est de se poser la question grâce à nos experts sur comment est-ce qu'on va créer des expériences qui soient utiles, pertinentes et humaines, parce que finalement, qu'il s'agisse d'un lieu, d'un produit, d'un site web, d'une organisation même. L'idée, c'est vraiment de s'assurer que ce que l'on conçoit va répondre aux besoins des utilisateurs finaux, plus qu'à nous-mêmes en tant qu'entreprise aux manettes. Avant de parler justement de méthode et de design, j'imagine que vous avez tous un exemple d'objet, de service, d'expérience dans un lieu, par exemple, que vous avez pu traverser, où vous vous êtes dit « Ah oui, là, on m'a vraiment compris. On s'est vraiment posé la question de ce que moi j'attendais en tant qu'usager. » Ce n'est pas toujours le cas, mais probablement que dans votre vie, vous vous êtes dit « Ah ouais, là, ok, là, ça répond vraiment à mon besoin. » Et ben, c'est tout ce que ces experts vont venir vous présenter aujourd'hui. On parle donc beaucoup d'innovation aujourd'hui, mais finalement, ça recouvre des réalités qui sont ultra différentes. On peut innover par la technologie, bien sûr, mais on peut innover aussi par le modèle économique, on peut innover par le service, on peut innover par l'expérience. Et là, ce soir, on a décidé de vraiment se focus sur l'innovation par les usages. Jean-Yves, vous vous définissez comme designer, mais finalement, l'activité de l'agence, elle n'est pas forcément uniquement basée sur la création. Elle va être aussi sur, en tout cas sur la création graphique. Est-ce que tu peux nous expliquer justement ce que ça recouvre, en tout cas en termes de services que tu vas proposer à tes clients? Effectivement, dans notre métier, il y a une part de design opérationnel, de création. À un moment donné, il faut formaliser. Aujourd'hui, nous, on se définit plutôt comme des designers enquêteurs. Ça veut dire qu'on a une bonne partie de notre métier, mine de rien, qui consiste à aller creuser ce qui se passe sur le terrain, via plein de méthodes différentes qu'on pourra peut-être décliner par la suite. Mais en tout cas, peut-être que notre spécificité, alors on n'est pas les seuls à porter ces méthodes-là, et heureusement, mais peut-être que c'est une manière d'aborder le design qui est un petit peu différente de ce qui pouvait se faire avant, en tout cas de la génération avant la nôtre, qui était moins dans ce partage et dans cette collaboration. Aujourd'hui, l'enquête, pour être complètement pragmatique, aujourd'hui, nous, sur notre chiffre d'affaires à l'année, nos activités d'enquête, c'est à peu près un tiers de notre activité, qui consiste à apporter de la connaissance en fait, sur un sujet avant de prendre des décisions et avant de passer à l'action et de faire des projets. Donc c'est très significatif pour nous. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est récent, en tout cas, qui s'entend depuis, en tout cas dans les investissements qui sont envisagés par les clients. C'est quelque chose que là, tu vends, en tout cas cette matière grise, en tout cas toute la partie amont, recherche. La proportion d'un tiers, elle a progressé récemment? Alors, elle a progressé, mais on ne va pas se le cacher, c'est très dur. Tenir cette posture-là de dire en fait on va vous apporter de la connaissance sur un sujet précis, même parfois mener des projets qui sont uniquement des projets d'enquête, qui ne sont pas des projets de design à proprement dit. Tenir cette posture-là sur un marché qui est tendu, je ne veux pas
casser les rêves des uns et des autres, mais l'activité du design, elle est quand même difficile aujourd'hui. On parlera peut-être d'intelligence artificielle, mais arriver à tenir cette posture-là de designer enquêteur aujourd'hui en 2026, c'est un combat de chaque jour pour nous, pour l'agence, surtout d'un point de vue commercial. Après, une fois qu'on a réussi à démarrer les projets et que les clients ont compris ce qu'on pouvait apporter et ont compris quelle était la valeur de ce qu'on portait, ça se passe généralement toujours très bien. Mais par contre, arriver à convaincre de cette posture-là, c'est vraiment compliqué. Ouais. Et tu parlais de méthode. Moi, ça m'intéresse aussi peut-être d'avoir le point de vue de Jeanne, par exemple. Quelles sont les différentes méthodes que toi, tu vas utiliser justement pour confronter peut-être des postulats de départ très ancrés chez tes clients et justement aller au contact des utilisateurs avant de se lancer dans ce fameux projet. Donc là, on parle plutôt de méthode du coup de convaincre le client de pourquoi faire ça ou de méthode concrètement dans le Non, projet. plutôt de méthode concrètement. Ouais. Et bah du coup l'idée ça va être, il y a beaucoup de parties, une partie qui est souvent des enquêtes de terrain. Donc là ça va être vraiment de l'observation. Donc c'est des méthodes qui sont liées aux sciences humaines finalement, où on va passer du temps sur un lieu, on va voir qui sont les occupants de ce lieu, comment ça se passe. On peut avoir aussi une dimension interview, donc soit avec des personnes bien identifiées en amont, si c'est dans un cadre privé par exemple. Si c'est pour une collectivité, on va plus être sur du spontané et poser des questions bien définies en amont pour essayer de creuser des sujets. Il y a ces éléments-là. Après, c'est vrai qu'il y a aussi, moi j'agis aussi beaucoup sur l'amont de la conception, mais aussi le pendant de la conception et réaliser des tests usagers. Donc là, c'est simplement, on va produire des prototypes, que ce soit du design graphique, du design d'espace, on va faire de la préfiguration, des choses comme ça, et voir comment les personnes réagissent à des éléments concrets. Ça permet vraiment d'avoir des retours, d'aider en fait les gens aussi à la projection et de ne pas avoir des choses qui sont simplement fictives et d'avoir des retours concrets. Comme exemple, je pourrais donner... Là, j'ai travaillé pour le CCAS de la ville de Lyon, donc le centre social en gros de la ville de Lyon. Ils font de la domiciliation, donc qui est finalement le fait de pouvoir recevoir le courrier pour les personnes qui n'ont pas de domicile ou qui n'ont pas de boîte aux lettres ou qui ont voilà, et ça leur permet d'ouvrir leurs droits en fait, d'avoir du courrier, c'est une porte d'entrée pour ça. Et du coup, le but étant que leur document qui explique comment pouvoir avoir une boîte aux lettres dans les CCAS soit simple. On a produit un premier document en se basant sur eux, leur connaissance des usagers, donc avec des interviews, des ateliers collaboratifs aussi pour les faire travailler ensemble et les faire réfléchir ensemble. Et dans un second temps, on a produit une première version des documents qu'on a confrontés aux usagers sur place et avec des usagers qui vont avoir des problématiques spécifiques de compréhension, de cognition, et avec qui, du coup, on va venir réajuster pour voir quelle est la charge cognitive apportée par le document, est-ce que tous les éléments sont bien compris, est-ce qu'il faut rajouter du pictogramme, voilà, etc. Donc finalement, on innove à ce moment-là sans forcément beaucoup de technologie. Ah non, sans technologie, clairement. Surtout, moi, je travaille beaucoup avec des personnes en situation de handicap, donc c'est vrai que l'approche concrète et matérielle, c'est ce qui fonctionne le mieux aussi la plupart du temps, pour des handicaps psy et mentaux, en tout cas. Ok. Oui, parce que c'est finalement souvent quand même ce qu'on voit, c'est l'innovation. On va mettre des technos, on va réfléchir à une application, etc. Toi, Pierrick, qu'est-ce que ça t'évoque Je rejoins complètement, c'est-à-dire que l'importance du prototypage, c'est très important, en tout cas pour la partie vraiment graphique, plutôt digitale. Et effectivement, au début d'un projet, non, l'aspect technologique, on peut l'introduire dans le processus, mais je rejoins, moi, je pense que le côté quand même humain d'aller sur place, le côté on peut se faire des questionnaires, le côté poser des questions, le côté enquête, ça existe depuis très longtemps et c'est encore de plus en plus, je trouve, apprécié par le client. Les tests usagers aussi en amont d'un projet, ça c'est très intéressant d'aller à la rencontre du public visé, de la cible. Ils sont friands, je rejoins. C'est vrai que nous, ça me fait penser à un projet avec un personnel handicapé. C'était pour le Vinatier. Et on a organisé plusieurs ateliers pour la création d'une brochure
Et juste une brochure, parce que du coup on était face à un public qui n'a pas la même appréhension sur les couleurs, sur les typographies, sur les codes de l'iconographie. Et donc du coup on a organisé deux grands temps d'échange où là il n'y avait pas de technologie, c'était vraiment du dialogue, questionnaire. Donc cette partie-là, je pense en amont d'un projet, elle est essentielle, vraiment. Et elle guide vraiment, on est surpris des réponses. Et là pour le coup ça fait preuve d'innovation aussi, parce que ça nous bouscule dans nos petites certitudes, on va dire. Ouais, tout à fait. Ok. Dans un studio donc de design global comme toi tu le gères, justement, comment est-ce que tu vas arbitrer entre la créa, parce que quand même ça doit rester, c'est la clé quand même du design, mais aussi les attentes du client, les contraintes par rapport à la marque, par rapport à justement ses idées préconçues aussi. Qu'est-ce qui au final va appuyer une décision? Disons, l'une des choses, moi, qui me vient en tête, c'est déjà de vraiment connaître son client. Le client va toujours être assez surpris si on a vraiment pris le temps, comme une rencontre avec une personne qu'on apprécie, en fait, de s'intéresser à son histoire, donc déjà, ça, c'est un vrai point du coup d'ancrage. Ça crée en fait une complicité déjà avec la personne. Donc Tout en restant- pas ton usager. Là, on parle bien de ton Non, non, client. vraiment du client. Là, du client. Et après, l'usager, effectivement, il peut avoir soit une très bonne connaissance, soit dans le cas, là, je reviens à mon exemple du vinatier, il a une connaissance médicale, mais sur des questions de graphisme, là, en l'occurrence, il n'avait pas de matière. Donc après, je pense qu'effectivement, il ne faut pas hésiter à essayer d'envisager avec lui et de le mettre dans la boucle un dialogue, des ateliers, une possibilité du coup en fait de l'intégrer en fait dans le projet. C'est-à-dire peut-être pas l'isoler et dire voilà maintenant c'est l'équipe de design qui arrive et on vous met de côté. En fait, si on l'intègre, on le fait participer avec son public. Du coup, je pense que c'est un bon moyen aussi pour que lui-même commence à avoir la sensation de participer au projet. Et donc, quand on va lui présenter les premiers résultats, maquettage ou en tout cas les premiers éléments, il va se sentir beaucoup plus à l'aise. Il va pas avoir, enfin, il va découvrir bien sûr, mais il va se sentir déjà à l'aise puisqu'il aura pris part en fait au projet. Donc peut-être l'un des premiers éléments, voilà, moi, pour nous en tout cas, c'est vraiment de l'intégrer dans le projet et de l'amener avec nous à la rencontre de son public. C'est aussi ce qui a été le fil conducteur du projet dont tu voulais nous parler, Afita, il me semble. Oui, c'est bon. Non. Oui, du coup, moi, je partage totalement tout ce qui a été dit, notamment la question de la présence, le lien de confiance, comprendre ce que les gens souhaitent, les habitants souhaitent. Du coup, moi, je vais parler habitants, parce que, voilà, je travaille pour un bailleur social et mon métier, donc, c'est innovation sociale. Donc, je retiens bien le mot social parce que c'est important. Et donc, nous, on travaille beaucoup sur le terrain avec les habitants, avec les collègues responsables d'immeubles, responsables de secteur, tout ce qui est conseillère sociale. Et moi, j'avais envie de vous partager une expérience qui est partie d'une simple phrase de collègues qui avaient envie. Alors, les collègues habitent sur nos résidences, les responsables d'immeubles habitent, donc c'est aussi des habitants. Et donc, ils savent exactement ce qui se passe, les besoins, les difficultés que rencontrent nos habitants. Et c'est parti d'une envie, d'un souhait d'une personne, ça remonte il y a 3 ans, où on a... alors, son idée, c'était de créer une salle de sport pour les femmes qui ne sortaient pas du quartier. Et donc, on avait un espace qui existait. Et donc, il s'est dit, on va utiliser l'espace et trouver les moyens nécessaires pour créer une salle de sport. Administrativement parlant, on n'a pas pu le faire. Et donc, à partir de là, on a creusé comment on pouvait répondre à ce besoin. Et en travaillant avec les uns et les autres, les partenaires de quartier avec qui on travaille et qui sont précieux, au bout de 2 ans, on a réussi à créer une salle de sport, un lieu de vie, aussi bien pour les seniors que pour les femmes qui ont envie de faire du sport. Donc, elles font du yoga, par exemple, tous les jeudis matins. Et ça, c'est du coup en travaillant aussi bien avec les acteurs du quartier, donc associations,
Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais aujourd'hui, l'association, donc, suite à tout ça, a répondu à un budget participatif de la ville de Villeurbanne. Et grâce à ça, ils ont gagné. Ils vont arriver à créer un vrai espace esthétique, j'ai envie de dire, aussi bien dédié pour les seniors que pour les femmes qui ont envie de faire du sport, et aussi bien pour les jeunes du quartier qui réclament une salle, un espace pour eux. Du coup, voilà. Donc, grâce à tout ça, on est arrivé à répondre à 3 besoins. 3 besoins. Exactement. Venant du coup d'une idée, et voilà. Donc, Ça s'est passé comment alors concrètement sur le terrain? Concrètement, Tu dis il y a eu les associations, mais vous avez rencontré les habitants? Il y a eu alors, on a eu plusieurs temps de travail, d'ateliers collaboratifs, tu en parlais tout à l'heure. Donc, plusieurs temps collaboratifs aussi bien avec les partenaires, les habitants et les collègues. Sur ce travail-là, on a eu nos collègues conseillères sociales qui ont été aussi très présentes. Et c'est vraiment un travail partagé, collectif. Je rajoute aussi, on parlait des institutions, mais la mairie de Villeurbanne, qui du coup a été partie prenante sur ce projet-là. Et le fait qu'on arrive et que ça se conclue avec un budget participatif, je trouve que c'est une belle conclusion. Voilà. Et je précise, alors je l'ai dit, mais on a intégré à la réflexion du comment les habitants. Et ça, sur tous nos ateliers de travail, ils étaient présents. Et donc, on est sur un quartier, il y a à peu près, autour de la salle, il y a à peu près 800 logements, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il y a pas mal de logements, donc pas mal d'habitants. Voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres. Il y avait aussi l'exemple, alors, chez nous, à Est Métropole Habitat, on a aussi un budget participatif qui est beaucoup moins conséquent que la ville de Villeurbanne, mais on est fiers aussi de l'avoir, où on propose à des habitants, on leur met à disposition le budget, et ils sont libres, avec un cadre à respecter, de faire le projet dont ils ont envie. Et on a une résidence, on parlait de designers, où du coup on a le projet des habitants, c'était de mettre un miroir. Mais dans la mobilisation, on a eu 10 personnes sur 45. Donc ce n'était pas très représentatif. Et à partir de là, du coup, ce qu'on a fait, on a fait un autre travail d'aller vers, de présence, où on a été très très présent. Du coup, pas nous, mais du coup un partenaire, un designer avec qui on avait travaillé, qui avait fait énormément de présence sur la résidence. Là, on n'est pas dans un quartier, on est vraiment sur simplement la résidence. Et on est arrivé à une conclusion que le miroir, en fait, on a creusé la question de qu'est-ce que ça voulait dire. Pourquoi un miroir? Pour me regarder, en tout cas, il y avait une question de pourquoi un miroir. Et il a travaillé cette question, il a super bien travaillé. Et on est arrivé à un travail qui n'était pas du tout le travail initial, où on a refait les 2 halls d'entrée, où on a mis 10 miroirs plus du bois. Et en fait, on s'est quand même dit qu'on a plus travaillé sur la valeur perçue que sur la valeur réelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis un budget énorme sur cette résidence-là, mais ce qu'on a fait répondait totalement aux besoins et à ce que les habitants nous ont partagé. Ils voulaient du beau, ils voulaient du propre, et ce qui est complètement, on entend, légitime. Et donc, du coup, on est parti là-dessus. Et sur enquête de satisfaction qu'on a faite il n'y a pas très longtemps, ils étaient à 80% de satisfaits. Donc ça, quand un projet se passe comme ça, alors évidemment, tu sais pourquoi, c'est qu'il y a eu de l'écoute, etc., de la présence, et puis on répond à ce besoin. Justement, qu'est-ce qui peut vous faire penser, les uns, les autres, qu'un projet qu'on vous demande parfois de mettre en place va fonctionner ou justement ne va pas fonctionner? Peut-être, Pierrick, tu as un exemple aussi à nous partager? Quand ça ne va pas fonctionner, on le sent. Mais tu te bases sur quoi? Le feeling, non, mais on le sent par le client. Enfin, c'est un peu une question d'ouverture, je sais pas. On sent quand c'est pas une question de budget, c'est vraiment une question de
si le client veut un peu trop être, on est un peu comme des cuisiniers, mais derrière à dire un peu plus de sel, un peu plus de poivre, un peu plus de, et là on sent que du coup on va pas être vraiment maître de la recette. C'est-à-dire une fois qu'on est au fourneau, il faut quand même un petit peu nous laisser faire entre guillemets. Donc ça on peut le sentir. Ou alors pour rester un peu plus dans notre thématique, il y a quand même aussi des fois des a priori sur le public. C'est-à-dire ils pensent connaître son public, ils pensent connaître sa cible, ils ont fait des études, là pour le coup, très techniques, très voilà. Et du coup, probablement l'absence réellement de vraies rencontres, d'ateliers, de choses comme ça, font passer à côté, je pense, du projet. C'est-à-dire on répond en pensant que voilà, on va mettre du vert parce que c'est comme ça, on sait que notre cible aime le vert, vous êtes sûr? Et du coup, là, ça risque de pas aller. Ou on va faire une signalétique parce qu'on a vu sur tel site ou d'autres concurrents ou d'autres villes ou autres qui avaient tel type de signalétique. Mais vous êtes sûr que ça va aller là dans... Voilà. Donc là, en l'occurrence, on sait que le projet ne va pas être très très bon. Ouais, pour compléter sur ce sujet-là, alors les projets de design, ils sont toujours très compliqués parce que tu es à la frontière entre plein de trucs, plein d'acteurs différents, plein d'écosystèmes, les usagers, les commandes politiques, les budgets, la temporalité, la technologie, les sciences cognitives et sciences humaines. On est à la frontière entre plein de métiers, plein de personnes, donc c'est souvent très compliqué. Enfin très compliqué, pas dans le sens négatif du terme, mais en tout cas complexe dans la manière de l'appréhender et d'arriver à le mener à terme. Sachant que la spécificité, on va dire, d'un designer par rapport à un consultant, moi des fois on me dit mais en fait designer c'est être consultant. Et en fait la réponse c'est non parce que nous on emmène les projets au bout. Souvent les consultants ils vont être dans une posture de démarrage, initialisation, d'études, etc. Puis après merci messieurs dames, débrouillez-vous avec vos idées et nous on va faire autre chose. Et nous on emmène les projets au bout. Et c'est là que c'est compliqué parce qu'il faut arriver à les mener dans le temps. Et donc, potentiellement, il y a plein de raisons qui font que ça peut échouer à plein de moments différents. Je te rejoins sur le côté feeling. Il y a des clients avec qui tu te rends compte, tu passes 2 heures ensemble et tu sais que le projet va bien se passer parce qu'il y a une vraie connexion, il y a des modèles de pensée qui se retrouvent, il y a des vraies préoccupations pour ce qu'on dit souvent quand on fait du design, c'est qu'on s'intéresse à la fois aux très grands et aux très petits. On a à la fois la capacité de regarder des sujets de manière globale et à la fois de rentrer dans des micro-détails. Et souvent, on fait les deux en même temps. Donc, ça fait un peu loucher, mais c'est comme ça qu'on travaille. Et si en face de nous, on a des interlocuteurs qui ne sont pas aussi soucieux du très grand et du très petit, à la fois de la stratégie et à la fois du détail de chaque chose, et ben, au bout d'un moment, ça coince. Parce qu'on ne va pas se comprendre. En tout cas, ça va être un peu plus compliqué de se comprendre. Il faut passer plus de temps à s'aligner, à s'organiser, etc., etc., etc. Ça peut aussi faire partie des problèmes qu'on peut rencontrer dans les projets. Mais bon, à tout problème, il y a des solutions, bien sûr. Donc on arrive toujours finalement à trouver des issues. Voilà. Ça marche, oui. Pour compléter, oui, effectivement, pour moi, l'apport aussi du design social, en tout cas de ces méthodes de terrain et de travail avec les usagers concernés, etc., c'est vraiment un levier pour faire, en tout cas, sur la partie client, apporter des éléments clés de compréhension et apporter aussi de la justification sur pourquoi on fait des choix, pourquoi on propose tel élément. Je donne un exemple, j'avais travaillé sur un projet de signalétique pour une école maternelle. Et en fait, typiquement, le genre de projet, on va dire, où ça va être compliqué de convaincre de pourquoi ce choix de couleur, pourquoi ce choix de forme, etc. En travaillant en co-construction avec des élèves de l'école, ça avait permis de faire émerger des choses concrètes où on avait interrogé les personnes qui allaient être les premières concernées en fait par la logique d'orientation, par la logique de reconnaissance des différents espaces et des différents usages. Et du coup, finalement, les arguments naissent d'eux-mêmes. Effectivement, c'est mieux si les personnes sont là également présentes aux ateliers pour vraiment faire d'autant plus preuve. Mais on est sur des faits en fait concrets, de tests concrets sur des couleurs, des formes, des typographies, des choses qui font que c'est plus ou moins lisible, plus ou moins compréhensible, plus ou moins appropriable aussi dans les mots, dans les noms, etc. Et puis avec le public des jeunes enfants, c'est encore tout à fait différent. Afida, toi, tu nous as parlé du recours justement à un designer sur l'un des projets. Là, toi, tu viens de nous parler aussi du coup, je t'imagine, du travail avec la mairie pour l'école maternelle.
c'est quoi justement les types de clients qui peuvent venir vous consulter, vous, designer, studio, agence de design, peu importe comment on l'appelle. Et puis je veux bien aussi justement ce que toi, ça t'a apporté, le point de vue de ce designer qui est hors de l'organisation et qui va pouvoir compléter votre expertise à vous. Ce qui nous a apporté, c'est vraiment une expertise de la transcription de ce que pouvaient dire les locataires. Et en fait, la façon et le temps qu'il a passé à écouter, il a réussi, avec tout ce qu'il a récolté comme information, à arriver avec un travail, je pense que c'est son travail, du coup avec une analyse très fine du besoin des habitants, sans mettre de côté les locataires qui n'étaient pas du tout pour ce projet-là. Eux aussi ont eu leur mot, exactement, ont eu leur mot à dire, et ça a été retranscrit, partagé avec nos collègues. Du coup, moi, c'est vraiment son expertise et le temps aussi, le temps qu'il a passé, que je n'avais pas. Voilà, donc il a passé beaucoup de temps et là, en porte-à-porte, en présence, juste dans le hall d'entrée. Et je vous disais au début du projet budget participatif classique, on était à 10 participants. À la fin, on était à 20 participants par allée. Donc il y a 40 par allée. Et du coup, en nombre de participations, c'est énorme. Et donc, au niveau du taux de participation, c'est assez représentatif. D'où le résultat à 80% de satisfaction, parce qu'ils étaient majoritairement impliqués dans ce projet. Ouais, pas forcément pour, mais en tout cas impliqués. En tout cas impliqués, oui. Et on les a, voilà, ils ont eu leur mot à dire. Super. Pour qui on peut travailler quand on est un studio de design? Alors, on peut travailler avec tout le monde. Après, la question à se poser pour moi, elle est plutôt quand on porte ces méthodes et ces valeurs dont on est en train de parler, qui sont d'aller vers les gens, travailler pour le collectif, travailler pour l'humain, etc. Qu'est-ce qu'on renvoie comme image et qui veut travailler avec nous? C'est plutôt ça la question que nous, on se pose aujourd'hui, de se dire, en fait, on assume de plus en plus le fait de porter des valeurs humanistes dans notre métier. On pourrait se poser la question de peut-on faire du design sans porter des valeurs humanistes? Ouais, c'est un autre débat, on fera une autre table ronde. Nous, en tout cas, c'est les valeurs qu'on porte aujourd'hui. Et en portant ces valeurs-là, en fait, on se retrouve à mettre en œuvre des manières de travailler qui sont assez spécifiques par rapport à ça, et donc à intéresser des personnes, des organisations qui portent ces valeurs-là aussi. Et sur notre chemin, finalement, on se rend compte que, en étant assez droit dans nos bottes par rapport à ça, on se retrouve à filtrer sans le vouloir, mais finalement ça se passe, des personnes avec qui on aurait historiquement peut-être travaillé et avec qui maintenant on travaille moins. Ce qui fait que si on regarde notre ventilation de clients entre le public et le privé, notamment sur les 5 dernières années, aujourd'hui on est très très orienté public. On travaille pour la métropole de Lyon, on travaille pour des Comcom dans la région, on travaille pour les HCL, on travaille pour des organismes publics tels que ceux-là, qui ne sont pas forcément toujours les plus simples avec lesquels travailler, parce qu'on rentre dans des jeux politiques d'organisation qui ne sont pas toujours très fluides. En tout cas, parfois c'est beaucoup plus fluide de travailler avec des acteurs privés, même si ce n'est pas toujours le cas non plus. Mais par contre, voilà, ça correspond à qui on est aujourd'hui. Donc je le prendrais plutôt comme ça, à se dire, en fait, quand on mène ce design-là, qui vient nous voir, et aussi, qui est-ce qu'on est confortable d'aller voir, qui est-ce que demain, moi, je suis prêt. Typiquement, c'était pas forcément le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, je me retrouve en face d'un ou d'une DGS, donc Direction Générale des Services, dans une collectivité. Aujourd'hui, c'est des acteurs avec qui j'adore discuter, parce qu'on se comprend, parce qu'on a plein de références de projets qu'on a fait avec des gens comme ça, qu'on sait qui ils sont, on connaît leurs problématiques et on sait comment les aider, en fait, parce que ça correspond à nos valeurs. Tu connais ton usager, là aussi. Ouais, c'est plutôt mon client, là, pour le coup. Mais effectivement. Mais à la fin. Mais voilà, donc il y a un match qui se fait comme ça, plutôt de fait par rapport à ce que nous on porte, finalement. Okay. Je te voyais approuver aussi, toi. Oui, tu te retrouves dans ce que oui, disait oui, Jean-Yves, ouais. je pense qu'on peut travailler pour tout type d'organisme.
public, privé. Voilà, c'est pas une question de taille, mais c'est plus effectivement une question, encore une fois, un petit peu de valeurs qui sont défendues par l'entreprise. Donc ça regarde le designer avec qui il a envie de travailler. Mais effectivement, voilà, le côté humaniste, effectivement, est quand même de plus en plus important. Voilà, il y a bien sûr des clients pour qui ça ne compte pas forcément, mais ils sont rares quand même. Il y a une partie, le design est quand même, l'objectif du design est quand même avec cette idée d'usager, cette idée d'utilité. Donc cette part humaniste, elle est très importante. Donc oui, je rejoins complètement, que ce soit dans le privé comme dans le public. Ouais. Et d'autant plus votre côté, mesdames, avec toute l'axe social. Toi, c'est pareil, donc tu travailles essentiellement avec des collectivités ou tu as aussi d'autres clients qui peuvent faire appel à toi sur ce genre de sujet? Essentiellement des collectivités, mais ça peut être aussi des bailleurs sociaux, par exemple. Ou là aussi, je travaille pour des tiers-lieux pas mal, quand en fait ils ont beaucoup d'usages différents à mixer, de parties prenantes du projet différentes. En fait, l'enjeu, c'est aussi de se faire entendre tout le monde et de créer de l'adhésion dans le projet. Le design social, c'est aussi beaucoup ça, en fait, faire participer des personnes, que ce soit le client ou les usagers, à un projet collaboratif. C'est aussi leur permettre de donner leurs mots, de donner d'eux-mêmes et du coup de les faire adhérer dans la finalité du projet. Donc non seulement ce sera mieux adapté, mais également ils se sentiront vraiment partie prenante de ce projet. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Je me suis perdue. Désolée. On a parlé donc justement des difficultés que vous pouvez rencontrer les uns les autres à travailler avec un client qui parfois peut peut-être découvrir des choses qui n'avaient pas été envisagées, etc. Quand ça contredit du coup la vision de la mairie, de l'entreprise qui vous a sollicité, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que on arrive à un terrain d'entente pour mener le projet à bien? Déjà, avant de commencer, enfin, vous y répondrez pour votre part, mais c'est vrai qu'avant de commencer une phase collaborative, en tout cas au moment où on va faire de la co-construction, l'important, c'est vraiment de poser en amont avec le client ou le commanditaire jusqu'où on peut aller. En fait, qu'est-ce qu'on met sur la table? Quelles sont les questions qu'on pose? Est-ce que c'est très ouvert ou est-ce que c'est plus fermé? Est-ce que c'est du oui-non, du choix entre 2-3 éléments? Et du coup, on peut réussir à diminuer ce facteur d'incompréhension totale où on n'arrive pas du tout sur quelque chose qui était prévu. Ça permet déjà de cadrer en fait au maximum en amont pour qu'on soit sûr que les gens, quand ils donnent leur avis, ils auront dans la finalité ce qu'ils expriment, même si la Plus question est resserré. plus ou moins ouverte. Voilà, c'est ça. Okay. Donc en fait, c'est aussi dans les échanges de départ, au moment du cadrage, que vous allez récupérer des éléments pour mettre en place toute cette phase de recherche, d'enquête. Ouais. Carrément, c'est exactement ça. Et puis, ça permet d'éviter la dimension aussi déceptive, quoi, forcément, de la part des usagers. Quand on met quelque chose sur la table, qu'on pose des questions, on ne peut pas demander dans un quartier, par exemple, je te passe après, de dire qu'est-ce que vous voulez dans ce quartier de manière très ouverte et après ne prendre rien en compte. Il vaut mieux dire est-ce que vous préférez ça ou ça, dans quelle mesure ça, dans quelle mesure ça, pour réussir à satisfaire en fait en répondant en termes de design et de conception. Oui, tout à fait, je partage totalement, mais je pense qu'il y a une question qui se pose au début d'un projet, c'est qui on met autour de la table pour travailler le projet. Et par expérience, quand ça finit, quand ça ne fonctionne pas, c'est qu'on a oublié des personnes, des personnes décisionnaires, pas décisionnaires, mais en tout cas qui ont leur regard. Et du coup, ça, c'est une question qui est hyper importante. Jusqu'où on va sur les personnes qui sont autour de la table? Est-ce qu'on va jusqu'aux politiques? Est-ce qu'on va les habitants, les partenaires? Et je pense que ça, c'est une question importante. Ouais, si je peux compléter sur le sujet, moi je dissocierais vision et enquête, dans le sens où nous, ça nous arrive d'accompagner nos clients sur la vision. Tu peux te retrouver en face d'un collectif qui n'a pas de vision partagée et qui a besoin de partager une vision pour avancer.
Donc ça, c'est un travail à part entière, de se dire, bah, ok, c'est la co-conception de la vision. Comment est-ce que tu mets autour de la table les bonnes personnes au bon moment, avec les bons supports, les bons outils pour les faire collaborer et partager l'endroit où ils souhaitent aller. Voilà. Ça, c'est un vrai métier à part entière. Et après, effectivement, t'as beau avoir cadré la vision, savoir où tu veux aller, peut-être que l'enquête va te dire que c'est pas là qu'il faut aller. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Typiquement, là, nous, on est en train de mener un projet qui va certainement mourir dans l'œuf parce que le terrain et la vision ne sont pas concomitants. Mais c'est aussi tout l'enjeu du design, en fait. C'est se dire, pour moi, c'est une vraie. Ces activités d'enquête qu'on mène, c'est un vrai moyen de dérisquer des projets. Plutôt que de dire, OK, j'alloue X centaines ou je ne sais pas combien d'euros, millions à faire tel truc en fermant les yeux, en espérant qu'on ne va pas se prendre le mur. En fait, on fait de l'enquête, on objective des situations. Et après, on se dit, OK, moi, j'ai voulu aller là, le terrain, il me dit qu'il faut aller là. Qu'est-ce que je fais? Soit je vais là où me demande le terrain, à ce moment-là, quelles sont les nouvelles opportunités que m'apporte le terrain et qu'est-ce que je pourrais apprendre de ça et qu'est-ce que je pourrais construire autour de ça. Ou alors je décide d'arrêter parce que c'est pas la direction que j'avais choisie et c'est très bien aussi comme ça. Mais il y a un troisième axe aussi. Tu peux tester, parce que le design sert aussi beaucoup à ça, c'est de se dire, on va lancer un projet qui ne répond pas forcément tout de suite, toujours à 100% aux envies, aux besoins des utilisateurs. Comment est-ce que justement vous pouvez réorienter? Est-ce que ça, c'est des choses, vous allez jusque-là? C'est-à-dire, une fois que vous avez lancé le projet de manière très opérationnelle, faire pivoter les choses suite à peut-être de nouvelles enquêtes des usagers qui sont in situ. Est-ce que ça, c'est des choses qui font partie de votre travail aussi? En 2 mots, après je passe la parole comme j'ai le micro. Jeanne parlait tout à l'heure de préfiguration et en fait c'est un vrai pan de notre métier. Effectivement, il y a des moments amont où tu prends des décisions et puis il y a le moment du projet quand tu es en train de concevoir. Et tout l'enjeu à ce moment-là, c'est de trouver les bonnes manières de concevoir de manière frugale au fur et à mesure avant de prendre des décisions trop figées pour se laisser la possibilité de changer d'avis. En tout cas, de réorienter, d'apprendre. On est sans cesse en train d'apprendre. Et là-dedans, il y a plein de manières de faire. Typiquement, là, on est en train en ce moment de mener un projet avec les HCL. On est en collaboration avec 3 services de soins. Donc, on passe pas mal de temps d'ateliers dans 3 services de soins, dans 3 hôpitaux différents de la région. Là. Et on est sur une phase où on est en train d'imaginer des scénarios d'usage. Donc on n'est plus vraiment dans l'enquête uniquement d'observation, on est déjà un peu dans la préfiguration du projet et on est en train d'imaginer des scénarios de comment pourraient se passer des actions autour de certains objets technologiques. Là-dedans, on leur met entre les mains tout un set d'animations qu'on a imaginé sur mesure pour elles. Là, tu parles des patients. Non, je parle Non. des soignants. C'est les soignants. Je parle des infirmiers, infirmières et aides-soignants, aides-soignantes et quelques médecins. Et en fait, on leur met entre les mains des outils de conception collaborative sous forme de cartes qui leur permettent d'imaginer des scénarios d'usage, de les décrire, de nous dire ce qui se passe, etc. Et ça, en fait, c'est déjà une phase de conception qui coûte rien. Hein, ça coûte quelques feuilles A3 sur une imprimante et un peu de temps de cerveau pour le concevoir. Et puis après, on apprend de ça et on itère. Et plus loin, on ira dans des phases de prototypage, de test de ces prototypes, etc. Mais ce sera plus loin. En resserrant petit à petit. Je te voyais, ça résonnait complètement, j'ai l'impression. Oui, pas mieux. Non, non, c'est ça. Je me retrouve dans ce qui est dit, et effectivement. Après, il y a toujours un aspect correctif aussi. Après, ça dépend du projet et de l'ampleur de ce qui a été fait, mais il y a un aspect correctif. Mais je rejoins effectivement, si on se trompe aussi, il y a quand même aussi une question du décisionnaire, une question, ça c'est très important aussi, d'arriver à bien cerner l'ensemble des décisionnaires. Et voilà, l'aspect correctif peut être un petit peu plus là dans une partie de site internet ou de construction du coup de choses un peu numériques, où là on peut toujours faire appel aussi à des tests utilisateurs après, une fois que même le site est en ligne, sur de la billetterie, sur des choses qui représentent du volume. Et là, effectivement, il y a toujours une maintenance, il y a toujours un aspect correctif. Sur des choses plus volumineuses, voilà, là, il y a une part, le correctif peut résonner aussi avec une hausse du budget, et ça peut être très mal pris du coup et nous être reproché.
Est-ce que vous avez en tête un indicateur justement qui n'apparaîtrait pas dans les tableaux de bord que vous présentez à vos clients, mais qui vous permet de savoir que ça a été une réussite? Alors, on en a parlé à FIDA, je pense que l'exemple que tu nous as cité répond bien à la question. Ce serait quoi votre indicateur dont personne ne parle en fait, qui n'est jamais vraiment utilisé, mais qui vous permet de vous dire, OK, là, on a performé sur ce sujet. Ben, ça dépend du type de projet. Si on est dans des choses, moi, ce qui me vient, on est à HIT, H7, mais quand on travaille par exemple pour la signalétique ou dans l'événementiel, l'adhésion du public, le nombre de gens qui vont venir, qui vont rentrer en corrélation avec du coup le dispositif et graphique et espace. Donc ça, on va le ressentir. Il y a quelques indicateurs quand même avec les réseaux sociaux, sur certaines campagnes aussi, hein. On voit l'adhésion, on voit le lien, on voit le taux de commentaires, voilà, pas juste passer une tête. Sur du design, peut-être un peu plus d'espace par rapport à certains éléments aussi, bah, l'interaction qu'il va y avoir du coup avec l'espace qui a été créé. Donc on a, enfin rapidement non, mais en tout cas il y a l'indicateur en fait de la manière dont les usagers vont se servir de ce qui a été mis en place. Et ça, je trouve, c'est un premier facteur. Ça veut dire que vous allez sur place potentiellement. Un peu, quelques temps après, vous allez vous juger. Toi, tu retournes dans l'école, tu retournes. Tout dépend. Parfois, ça peut faire partie du projet, en fait, de la méthodo en tant que telle, de revenir à posteriori. Ou là, par exemple, pour les outils, pour le CCAS, l'idée c'était de les laisser. Donc, il y a eu des tests ponctuels, faits par mois en amont de la conception finale. Mais après, j'ai laissé un petit questionnaire en ligne que peuvent remplir du coup les agents, qui est à disposition de tous les agents, et ils peuvent faire des retours réguliers sur l'utilisation de l'outil. Donc là, ça peut être un moyen que ce soit pas trop coûteux, parce qu'effectivement, sinon, ça veut dire qu'on reprend de la présence de designers présents et qu'on remet beaucoup de temps homme finalement dans le projet. Mais ça peut être en tout cas une manière aussi de récolter encore un peu de la donnée, de pouvoir faire évoluer un projet. Après, là, ça reste des évolutions à la marge, donc ça fonctionne bien parce que c'est finalement un support facile à lire et à comprendre en FALC pour traduire une information. Donc c'est assez simple à faire évoluer, contrairement à de l'architecture ou quoi. Mais j'avais une idée, mais j'ai encore oublié. Je meuble pendant que tu retrouves ton idée. Moi, je pense à trois trucs qui me parlent bien. Quand on fait des tests utilisateurs, ce qui est compliqué, c'est d'arriver à objectiver une décision sur OK, ça marche pas, c'est compris, c'est pas compris, c'est utilisable, où il y a de l'appétence pour tel truc, même si on n'est pas encore dans l'utilisabilité, mais à quel moment est-ce qu'on prend la décision d'aller plus loin ou pas. Et là-dessus, on peut travailler de manière hyper empirique, ou on peut s'adosser de ce que font les chercheurs en expérience utilisateur, parce qu'il y a des chercheurs universitaires dans le domaine de l'expérience utilisateur, qui ont notamment défini des échelles d'utilisabilité, des tests normés en fait, qui permettent de définir de façon assez pragmatique si les choses fonctionnent ou pas. Nous, c'est des choses qu'on utilise pas mal parce que déjà, ça a été fait par des gens qui ont vraiment bien réfléchi les choses. Certaines échelles de tests existent depuis plus de 30 ans, ont été largement éprouvées, remises à jour par d'autres chercheurs. Aujourd'hui, c'est des vrais outils qu'on peut utiliser. Donc ça, c'est intéressant, notamment le SUS ou ce genre de choses. Et puis après, un autre indicateur, notamment quand tu parlais du H7, quand on travaille avec les startups, c'est le chiffre d'affaires. Il y a un moment, est-ce que en fait, les actions qu'on a menées les aident à se développer ou pas, les aident à passer à franchir des plafonds de verre qu'ils ont en face d'eux, parce que d'un coup, les usages sont simplifiés, c'est plus attirant, c'est plus séduisant, c'est plus simple, et en fait, ils agrègent des utilisateurs, des clients. Donc ça, c'est important. Et puis peut-être troisième indicateur qui, moi, m'intéresse bien, c'est plutôt quand on travaille sur des projets pour de l'interne, soit pour des collectivités, soit pour des sociétés privées, c'est le taux d'adhésion des collaborateurs au projet, qu'on peut identifier de plein de manières différentes. Il y a quelques mois, on a mené une journée exploratoire dans une collectivité autour de l'intelligence artificielle. Le sujet, c'est aider la collectivité à
à cadrer sa feuille de route autour de l'IA dans les mois, années à venir. Donc, le projet n'a encore rien à voir. Et en fait, on a fait un camp de base. On a pris une salle, on est allé dans la cafette de la collectivité, on est arrivé avec plein de matériaux qu'on a mis sur les murs pour les questionner, etc. Et puis on s'est dit, ok, c'est ouvert, les gens passent le temps qu'ils veulent. Puis on s'est dit, les gens vont venir 5-10 minutes pendant la pause café, etc. Et on a des personnes qui sont restées 2 heures avec nous. Parce qu'ils étaient tellement intéressés par le sujet qu'ils ont débattu, c'était hyper intéressant, ils sont vraiment restés très longtemps. Et dans les retours qu'on a fait à la collectivité, il y avait ça. Il y avait ce sujet-là, c'est un vrai sujet, parce que les gens sont restés longtemps, parce que ça préoccupe, ça intéresse, ça engage. Et ça, c'est les indicateurs qui sont intéressants. T'as pas retrouvé. Non, mais je ne sais pas si on m'entend bien. Non, c'est vrai que le simple fait, en tout cas avec tout ce qui va être expérience collaborateur, et je trouve que c'est intéressant, oui, le simple fait de se dire, et ça c'est pour le coup peut-être pas dans les tableaux de bord, mais de se dire en fait oui, on a intéressé, les gens se questionnent, les gens voient bien que c'est un sujet pour eux à plus ou moins long terme. Et en fait, si toi tu t'attendais à ce qu'il passe 5 minutes, oui, c'est une vraie surprise que certains passent plus de temps. Très bien. Avant de passer aux questions du public, moi j'aimerais savoir justement qu'est-ce que vous pensez? En tout cas, quelle erreur il faut absolument éviter quand on conçoit justement pour les autres, pour des usagers, pour des habitants? Quel écueil on doit éventuellement, de façon indispensable, éviter? Ça reprend un peu ce qu'on a dit tout le long, mais ça va être de ne pas impliquer les personnes concernées, de ne pas impliquer à la fois les personnes décisionnaires, en fait toute la chaîne à la fois de décision et de connaissance du sujet précise, parce que il y aura pas assez d'adhésion, on va pas pouvoir embarquer tout le monde et on n'aura pas finalement les informations nécessaires pour concevoir par la suite et on va pas pouvoir en fait chaque usager a une expertise qui lui est propre, de par ses capacités, de par s'il est habitant de quelque part, s'il arpente un lieu au quotidien, s'il utilise un service tous les jours, c'est une expertise qu'il a lui et qu'on ne peut pas avoir à sa place. Donc sans l'intégrer, on perd forcément un précieux apport qui va permettre à la réponse de se rapprocher du juste, quoi. Oui, je partage totalement. Si je ramène ça du coup à nos locataires habitants, moi je dirais c'est faire avec et pour. Du coup pour les habitants, avec les habitants et du coup en tout cas dans mon métier c'est partir de l'habitant et après à partir de là construire et associer toutes les parties prenantes. Mais du coup je pars toujours de la base, de l'habitant et pour moi on peut pas faire sans. Je suis tout à fait d'accord, je partage. Il y a peut-être juste aussi un piège des fois, c'est de faire par rapport à son goût quand on est designer, de s'emporter. Donc ça rejoint effectivement de faire quelque chose qui correspond à son style, à son goût, de mal enquêter, de faire par rapport à soi et de chercher l'aspect esthétique. Juste, et donc de délaisser le côté usage, le côté du coup pratique que doit avoir un projet. Et ça, c'est un peu le piège. Souvent, on veut un peu se faire plaisir, on a une ambition aussi, du coup. Et quand le designer laisse trop parler son ambition, au final aussi, ça se voit, du coup. Le projet risque d'être joli, mais pas pertinent. Et donc, ça, c'est un des pièges, je pense aussi. Et comment t'évites ça, justement? Parce que c'est le biais, oui, c'est de trop réfléchir pour toi, mais qu'est-ce que tu peux mettre en place? Chaque designer à sa patte va développer son style, mais je pense que c'est tout ce qu'on a dit avant, en fait, justement, introduire vraiment l'usager, introduire vraiment du coup tout ce qu'on a soulevé avant, et essayer vraiment d'y répondre et de pas vouloir rentrer au forceps du coup son opinion en délaissant un peu tout ce qu'on a envisagé à travers les enquêtes, à travers du coup en fait tout ce qu'on a récupéré. Et ça peut être le danger, certains designs ou autres, et on s'en rend compte des fois d'un aspect. Mais on a ce retour de certains usagers ou collaborateurs qui vont dire ça me parle pas.
Là, du coup, Tu m'y c'est pas retrouves normal pas. à ce moment. Ouais, je m'y retrouve pas. Et ça rejoint du coup certains collaborateurs quand ils voient un élément qui a été installé et qui se retrouve pas, c'est qu'il y a un problème du coup. Ouais, en complément, c'est comment dire ça? Moi, je dirais qu'il faut se méfier de soi-même en fait. Il y a un truc où il faut se méfier de ses a priori et souvent c'est ça qui devient problématique quand tu. En fait, il faut arriver à se faire confiance parce que si tu te fais pas confiance, tu fais rien, tout en assumant de rien savoir quelque part et d'attendre de comprendre pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Te nourrir justement de Et tout en- ce qu'on va t'apporter par Exactement. ces études. Et en même temps, assumer le fait que tu es designer et que si on vient te chercher, c'est pour avoir une vision. C'est pour emmener un collectif quelque part, pour emmener un projet, pour amener quelque chose que les autres ne peuvent pas amener parce qu'ils ne l'ont pas et parce que toi, tu as cette capacité à le faire. Alors, dit comme ça fait un peu présomptueux, mais en tout cas, c'est un peu notre job. Et tu es toujours en train d'osciller entre je sais pas, mais en même temps, je porte la vision. Mais je sais pas, mais il y a un moment donné, je vais décider. Et ce qui est compliqué là-dedans, et je trouve que c'est ce qui est compliqué avec toutes ces logiques collaboratives, participatives autour du design, qui sont très riches, mais qui en même temps vont potentiellement amener certains designers à avoir du mal à prendre des décisions. Alors qu'il faut prendre des décisions. Avant, quand tu étais designer, tu ne te posais pas la question. De toute façon, l'usager t'en foutait un peu. Tu bossais, tu faisais tes trucs et tu prenais tes décisions. Et puis un jour, on verra si ça marche ou pas. Et tu avançais. Et c'est comme ça, en fait, qu'on faisait du design. Et maintenant, on est complètement dans une autre approche. Mais en même temps, il faut quand même à un moment donné prendre une décision. Et tu ne peux pas non plus tout le temps attendre que ce soit le collectif qui la prenne. Parce que le collectif, il attend aussi que toi, il y a un moment donné, tu dises la route, elle est là, on y va. Ça vous va pas, on peut en discuter, c'est toujours ouvert, c'est négociable. Mais en tout cas, voilà la route que moi, je pense qu'il faut qu'on prenne. Donc voilà, c'est toujours cette ambivalence entre se faire confiance, assumer de rien savoir, être capable de prendre des décisions, mais toujours les remettre en question. Voilà. Ouais, et avec tout ça, tu tranches. C'est un vaste programme. C'est un travail d'accessibilité universelle, donc du coup d'essayer de concevoir pour faire pour toutes les capacités, incapacités, etc., quel que soit le genre, l'âge. Forcément, quand on fait des tests usagers, on a des résultats qui sont contraires en fonction des profils. Et effectivement, là, il y a une logique de trancher, quoi. En fait, il faut savoir qu'est-ce qui sera le moins compliqué pour quelqu'un d'autre. Et là, c'est le moment où, effectivement, on va plus s'appuyer seulement sur les tests usagers, mais aussi sur son expérience et ce qu'on connaît de ce qu'on a pu produire par ailleurs et vu fonctionner, quoi. Est-ce que vous avez chacun un mot peut-être que vous aimeriez que notre public retienne de cet échange? On a beaucoup parlé de collaboration, d'écoute, d'échange. Peut-être le mot usage, l'idée de vraiment du coup pas être dans une approche qui est forcément dans l'esthétique, pas être que autour des personnes, mais vraiment s'attacher à observer en fait qu'est-ce qui se passe. Finalement, c'est le thème, hein, innover par les usages, mais voilà, qu'est-ce qui se passe concrètement dans les lieux, qu'est-ce que font concrètement les gens. Voilà, être pas dans des présuppositions, mais être dans du réel et du concret, quoi. Empathie. J'ai dit un mot. Un mot. Non, c'est le début de la curiosité, en fait. Quand on est dans l'empathie, se mettre à la place des autres. Je pense à un très bon designer, c'est quelqu'un qui est capable de ça, en fait. Et qui, après, effectivement, va trancher, va mettre son style. Mais l'empathie, je pense, est une des principales qualités pour être un très, très bon designer. Ouais. Ouais, ça va dans la même direction parce que j'ai pas eu d'autres idées, mais moi j'aurais dit plus que humain, humanité quoi. Un truc où en fait ce que je trouve passionnant dans ce métier, c'est d'être avec les autres, de travailler avec d'autres, d'être au contact des usagers, des utilisateurs, des clients, tu les appelles comme tu veux en fonction des contextes, de travailler en collaboration avec d'autres. C'est pas toujours facile, mais c'est hyper riche. Ça coûte un peu aussi hein, d'un point de vue émotionnel, affectif, énergie, d'être tout le temps en contact avec les autres, ça coûte un peu, mais donc il faut arriver à trouver des sas dans les moments où tu sors un peu de ça aussi pour y retourner un peu plus intensément. Mais c'est justement ce rapport aux gens en fait qui est très riche, quel que soit le contexte du projet. C'est vraiment, je pense que si tu n'as pas cette fibre-là, cette envie d'aller à la découverte, tu passes à côté d'un pan de ce métier-là. Ça devient un métier très technique.
Et pour moi, en tout cas, c'est moins intéressant. Ça va à peu près dans le même esprit. Moi, j'ai envie de dire lien. C'est tous ces liens qu'on peut créer entre les différentes parties prenantes. Et je trouve que ce lien-là, il est précieux. J'avais envie de dire aussi, vous avez dit mais j'ai envie de dire confiance. Et la confiance aussi, c'est important pour pouvoir avancer sereinement sur un projet. Merci. Je pense quand même que c'est d'autant plus, tu parlais en début d'intervention de jusqu'où on s'arrête. C'est-à-dire parfois on travaille un petit peu avec toutes les équipes à toutes les étapes du projet. On peut parfois aller jusqu'à la technique pour développer les projets. Et donc là, c'est encore d'autres questions, d'autres débats qui se mettent en œuvre. Mais en effet, c'est un métier, une expertise qui est basée essentiellement sur le contact, l'échange, et vous l'avez dit, l'empathie. Je trouve que je te rejoins aussi complètement. Merci à tous pour cet éclairage que vous avez pu nous donner sur l'innovation par les usages. Il nous reste à vous questionner, vous, messieurs, dames. Y a-t-il des questions parmi vous? J'ai juste une question concernant les clients qui justement n'ont pas forcément envie ou besoin d'aller vers sa cible. Est-ce que vous insistez? Comment vous faites pour insister? Est-ce que c'est quelque chose qui rentre aussi dans votre démarche ou pas forcément? Ouais, j'ouvre le bal. C'est un vrai sujet parce que moi, je me rends compte avec le temps que s'ils veulent pas, ils veulent pas. Que si en fait tu as un vrai sujet de est-ce que souvent, je vais répondre différemment. Souvent, les projets qui se passent bien, c'est des projets qu'on monte en collaboration avec des personnes en interne qui ont compris la valeur de ce qu'on apportait et qui deviennent les promoteurs en fait de notre action en interne, qui sont des vrais relais pour nous, des vrais partenaires. Et là, ça se passe bien. Quand on se retrouve, ça nous est arrivé sur certains projets, un peu par hasard, on se retrouve à mener des démarches très participatives, très recherche, avec un collectif en face qui en fait ne comprend pas ce qu'on fait et ne comprend pas pourquoi on le fait et où va l'argent. En fait, généralement, ça se passe pas bien. Donc aujourd'hui, nous, on est plutôt dans cette approche de se dire, encore une fois, c'est comme ça qu'on a envie de travailler. C'est pas tous les jours facile de le maintenir, mais c'est comme ça qu'on a envie de travailler. On est droit dans nos bottes par rapport à ça. Si ça accroche, ça raconte des super belles histoires. Et si ça accroche pas, ils travaillent avec des acteurs plus, j'allais dire conventionnels, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas qui ont d'autres manières de faire. Oui, moi, c'est ça. En fait, sur mon site, c'est clairement écrit design social. Je fais du design social, donc les gens ne viennent pas me voir pour autre chose, globalement, tout simplement. Après, ta question, c'était aussi par rapport à un client qui potentiellement n'a pas envie de parler à sa cible, c'était ça. C'est un peu étrange en fait déjà. Il faut lui expliquer au client que du coup, il ne va pas s'adresser à son public. C'est très étrange, c'est comme quelqu'un qui monterait sur scène mais qui tourne le dos et qui n'a pas envie de voir son public. Donc à ce moment-là, effectivement, c'est soit qu'il se débarrasse, c'est une possibilité de l'aspect économique, et que donc du coup, en fait, son public en soi, il ne dépend pas de son public pour vivre, ce qui est possible, mais c'est quand même étonnant comme comportement. Soit dans le privé, a priori, normalement, tu as des leviers pour lui faire comprendre que s'il il ne communique pas ou s'il ne va pas à la rencontre de son public, son entreprise ne va pas tenir bien, bien longtemps. Donc peut-être là, être un petit peu plus terre à terre et lui parler simplement d'un point de vue économique et moins du côté designer. Mais c'est étonnant. Normalement, il y a une conscience quand même qu'il faut aller à la rencontre de son public. C'était peut-être moins le cas avant, mais quand même, encore une fois, avec la force des réseaux sociaux aussi, normalement, ce lien-là, il est un petit peu plus rapide. Donc voilà, il faut essayer de revenir à des choses plus terre à terre. D'autres questions? Merci à vous. Moi, je voulais savoir,
quelle est la part de la phase d'itération dans vos projets? Comment vous l'intégrez? Et jusqu'à où vous pouvez vous remettre en question et à quel moment vous abandonnez? C'est hyper... Ouais, pardon. Je rouvre le bal. En fait, ça dépend des clients, ça dépend des sujets. En fait, ça dépend de la matérialité qu'il y a derrière les projets. Tu parlais tout à l'heure de web. Dans le web, tu as un droit à l'erreur à peu près constant. Enfin, tant que le client a des sous pour faire des itérations, tu as le droit de te tromper. Quand tu es dans des sujets qui sont... il y a un moment donné, il faut dire stop. Enfin, il faut mettre un clap de fin sur la conception et passer dans des phases de production. Là, souvent, c'est pas vraiment toi qui décides, c'est plutôt la temporalité du projet. Il y a un moment, typiquement, nous, on a beaucoup travaillé pour le groupe SEB sur des conceptions d'interfaces embarquées dans des objets connectés de la cuisine, Cookio, Compagnon, etc. Ces sujets-là, c'est des projets industriels. Donc, tu as un planning industriel qui démarre au début du projet. Tu as une durée de conception avec une fin de conception qui enchaîne sur une phase de pré-industrialisation, puis d'industrialisation, etc. Donc, en fait, tu sais que tu as une date de fin dès le début. Ce qui est un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est qu'il y a un moment donné, tu aurais aimé faire mieux, plus, mais tu peux plus. L'avantage, c'est que quand tu fais de la conception, tu as peut-être un peu plus de moyens. En tout cas, tu peux te permettre de mettre les ambitions un peu plus hautes, même si tu les dégrades un peu au bout d'un moment pour des questions pratico-pratiques. Mais en tout cas, tu as les moyens de vraiment faire des tests. Nous, on a fait énormément de tests en salle de test, vide Santin, recrutement sur panel, comme dans les films, tu vois. On a fait des centaines de tests comme ça, parce que justement, on était sur des projets qui étaient avec des enjeux économiques tellement forts que, en fait, si tu te trompes, l'objet connecté de la cuisine, quand il sort de l'usine et qu'il arrive chez toi, en fait, s'il n'est pas utilisable, tu peux plus le ramener, tu peux plus recommencer, c'est trop tard en fait. Donc là, tu es obligé d'être, t'es jamais parfait, mais en tout cas, tu es obligé d'être dans un niveau d'exigence très élevé, parce que le projet le demande. Donc en fait, il n'y a pas de réponse unique. Je pense que ce qu'il faut, peut-être là où il faut être un peu exigeant, c'est d'être toujours dans cette philosophie de l'itération, même si elle est petite, même si tu fais pas de tests très structurés, mais toujours se poser la question de comment est-ce que je peux apprendre, comment est-ce que je peux faire mieux, quelle fenêtre de tir j'ai pour arriver à faire des choses, aller voir les gens. Si je peux pas aller voir les gens, peut-être que je me retourne vers mes collègues, tu peux toujours dégrader en fait les méthodes et arriver à trouver des moyens d'aller vers l'autre. Ça dépend toujours des contextes, ça dépend des budgets beaucoup, des plannings beaucoup, mais il y a toujours moyen de faire des choses. Merci beaucoup. Jeanne, j'ai une question pour toi. Tu as parlé méthode et j'aimerais bien avoir ton avis par rapport à quelle est ton approche par rapport à un projet. Est-ce que tu pioches en fonction des résultats ou des hypothèses ou est-ce que c'est une méthode qui marche mieux que d'autres? Comment tu te questionnes quand tu... C'est ça. Oui, comment tu te questionnes ou comment tu choisis une méthode ou autre ou... En fait, la méthode, elle se construit aussi avec le client, la situation et le calendrier, le timing qu'on a. Donc, c'est vrai que parfois, on va avoir très peu de temps et il faut mobiliser beaucoup de gens. Donc, on va choisir un atelier collaboratif avec plein de petits sous-groupes qui vont travailler en même temps parce que et ça sera une session parce qu'en fait, on n'a pas vraiment le choix. Et puis, parfois, on a beaucoup de temps et du coup, on va mobiliser dans un premier temps des ateliers collaboratifs, puis après, faire des tests usagers, puis après, remodifier avec des retours ou faire des interviews en amont peut-être. En fait, tout ça, c'est un peu des briques qui chacune vont apporter des choses et c'est un peu ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il y a une méthode, on va dire, parfaite dans l'absolu, mais qu'on va dégrader en fonction des ressources disponibles, qu'elles soient financières, de temps, et aussi du temps des personnes qu'elles ont à donner au projet. Est-ce qu'elles ont de la disponibilité? Est-ce que... Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Y a-t-il d'autres questions? Plus il y a de silence, plus c'est difficile de poser la question d'après. Tu veux faire une conclusion peut-être? Merci. Non, simplement vous remercier tous les quatre pour vos partages suffisamment clairs pour qu'il y ait très peu de questions, en tout cas.
Très intéressant. Merci à vous d'être venus malgré la chaleur, malgré le match de foot et malgré tout le reste. On a été ravis de vous accueillir ici et de parler d'innovation avec nos 4 intervenants. Et je te laisse peut-être dire le petit mot de la fin. Le petit mot de la fin, c'est allons boire et manger en attendant le match de foot, parce qu'on ne sait pas comment ça va finir, donc il faut vraiment profiter maintenant. Merci en tout cas. Merci à tous. à vous. Merci. Et merci à Hachette de nous avoir accueillis ce soir.